Bonjour et bienvenue au podcast de Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Yippee-ki-yay, motherfucker. Re-bienvenue à Metropolis. Aujourd'hui, nous parlons de Superman 2, l'aventure continue, sorti en 1980 et réalisé par Richard Lester, avec Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman, Terrence Stamp et, dans la version du Richard Donner Cut, Marlon Brando. Je suis Mathieu et agenouillez-vous devant Mathieu. Alors, bienvenue dans la rétrospective de l'univers des films de DC que je couvre au courant là, des prochaines semaines, prochains mois, puis peut-être qu'un peu dans la prochaine année, qui va se rendre finalement au nouveau film de Batman, que pour l'instant, autant que j'enregistre, ben il devrait sortir vers la fin de l'année prochaine, en 2021. Mais en tout cas, ça peut aussi bien se prolonger là, dans les dernières semaines. Il y a du monde qui ont été malades pour le coronavirus. Puis en tout cas, je ne sais pas si ça va rallonger la production là, sur le long terme. On verra bien, ça a l'air que le tournage a repris, tout ça, mais en tout cas, peu importe. Théoriquement, la rétrospective va se rendre à ce film-là. On verra comment toutes les choses vont se dérouler d'ici ce temps-là. Pendant la rétrospective, on va parler là, d'un peu plus de 30 films. Ça va couvrir les films présents là, de l'univers de DC, en passant par Shazam, le reboot là, de Superman qui va être l'homme d'acier. On va passer par les films de Christopher Nolan de Batman, et même ceux-là de Tim Burton et Joel Schumacher. On va passer aussi des films un peu plus moins reconnus, comme le Swamp Thing, ou des films comme Jonah X, ou même Constantin. Fait qu'on va faire vraiment comme tout ce qui est live action de DC, qui va amener jusqu'au film de Batman. Dans le fond, c'est juste pour donner un point d'arrêt. Par la suite, comme que je fais avec toutes les séries, on va continuer à partir de là. D'ici ce temps-là, il devrait avoir le film de Wonder Woman qui va sortir, qui n'arrête pas d'être repoussé aussi, mais il va sortir au courant là, que je vais faire la rétrospective. Je vais la faire chronologique. Ça va être pas mal là, un des derniers films que je vais faire avant d'arriver avec le film de Batman de l'année prochaine. Je vais pas le sortir en même temps qu'il va sortir au cinéma. Ça va aller à la fin de la rétrospective. Ça, c'est pour aussi là, le Snyder Cut de la Justice League. On va voir exactement où est-ce que je vais l'embarquer. Ça va peut-être être un double podcast, comme aujourd'hui un peu, où ça va être deux podcasts séparés, mais qui vont sortir en même temps. Je suis pas encore trop certain là, de comment que je vais aligner ça. Parce que ça va être comme un peu sensiblement le même film. Puis ça va revenir un peu au film d'aujourd'hui, où on va avoir deux versions du film qui sont sorties à deux temps différents. Je vais parler des deux versions aujourd'hui. Je vais parler là, du Richard Donner Cut et de la version originale, là, de la version de Richard Lester. Théoriquement, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, mais le film théâtral, c'est pas le film de Richard Donner. Je vais en reparler, je vais parler du film en soi. Juste avant ça, juste vous rappeler que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com. C'est là où je fais tous les rassemblements de tous mes podcasts que je fais. Que ce soit les séries télévisées là, de Star Trek dans l'univers présent, que maintenant je couvre la série Lower Decks qui va se terminer cette semaine, ou de la série Star Trek Discovery qui va recommencer la semaine prochaine, mais que je suis en train de terminer cette semaine avec le dernier épisode là, de la deuxième saison. Tout ça va être couvert, et vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour récupérer ce que j'ai à dire sur chacun des épisodes dans cette série, dans leurs séries respectives. J'ai fait aussi la série Star Trek Picard, mais en tout cas, tout ça, vous pouvez voir ça dans l'onglet là, Star Trek, puis tout est bien coupé là-dedans. C'est pas mal la seule série télévisée que j'ai fait. Normalement, je fais des films. Si vous allez sur premiervisionnement.com, tout est séparé là, par série de films. Puis, en tout cas, vous pouvez tout naviguer au travers du site. Je crois que c'est assez facile d'accès. Puis c'est plus facile pour pouvoir voir le film qui pourrait vous intéresser ou des séries de films qui pourraient vous intéresser. Fait que sur premiervisionnement.com, vous pouvez toujours vous rendre là puis voir qu'est-ce qui est sorti à chaque semaine.
Comme mentionné au précédent podcast sur l'univers de DC, j'étais avec Christophe Lassens du podcast Fantastica Radio Web. On avait discuté sur le film là, de 1978 de Superman. On est allé légèrement, vraiment légèrement, sur la suite de Superman, qui est Superman 2, le film qu'on parle aujourd'hui. Le réalisateur, techniquement, il était supposé comme de faire les deux films. Les deux films, Superman 1 et 2, devaient être comme filmés ensemble. Mais finalement, une question de raison de budget, ben, on a décidé qu'on va se concentrer plus sur le premier film, puis éventuellement, ben, on verra qu'est-ce qui va se passer avec le premier film, puis on continuera de filmer plus tard le deuxième film. Ce qui est arrivé là-dedans, entre les deux films, il y a juste 2 ans là-dedans, mais Richard Donner, le réalisateur du premier film, ben, ça a un peu planté sa relation avec les Salkind. Les Salkind, c'est eux autres, les producteurs, c'est eux autres qui donnent l'argent pour le film. Faut pas oublier aussi qu'on est dans les débuts des films de super-héros. On avait un succès avec Superman, mais c'est encore une question là, d'aller chercher de l'argent, puis on était peut-être pas à l'aise ou on voulait peut-être juste faire de la gourmandise puis aller chercher le maximum d'argent qu'on voulait. C'est pas vraiment évident. En écoutant tous les commentaires des réalisateurs ou des producteurs, dans les deux versions des films, j'ai écouté les deux films séparés, j'ai réécouté les deux versions des films avec les commentaires, voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Je dirais que les Salkind sont peut-être un peu trop gentils envers Donner, qui reste comme planer un doute que peut-être qu'il y avait des mauvaises intentions dans le temps, puis là, il essaie de s'excuser un peu. Mais de l'autre côté, on voit Richard Donner que lui, il explique sa version, qui est peut-être un petit peu trop agressif, puis vraiment pas content envers les Salkind. Je me dis, regarde, ils ont donné quand même la chance de refaire son film, puis tout. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Richard Donner, vraiment pas respectueux avec ce qu'ils ont fait avec ultimement la version de Richard Lester, qui est le film qui est sorti en 80 de Superman 2. Il y avait comme rien à dire, mais en même temps, il l'a pas vu, puis il porte bien des jugements sur des choix qui ont été faits. Fait que il y a des choses qui marchent pas vraiment, puis qui fait que je sais pas exactement à qui croire, puis en même temps, ben c'est vraiment eux autres mêmes qui savent un peu la vraie raison de tout ça. Tu sais, des fois, là, t'as des affaires politiques, plus puis des circonstances qui arrivent dans le temps, puis qui fait que, naturellement, les choses n'arrivent pas comme prévu, puis à quelque part, ben, Richard Donner n'a pas l'air vraiment content, mais à quelque part, supposément que ça avait été quand même entendu, puis ils se sont pas nécessairement là, frottés et chicanés ensemble. Fait que, tu sais, savoir exactement qui a raison, on n'était pas dans les salles de rencontre ou au téléphone avec eux autres. Fait qu'on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Chacun a leur point de vue, puis c'est ça. Fait que rendu là, je suis pas là pour porter le jugement sur les personnes. Je suis là pour juger le film, le résultat final. Ce qui est arrivé à partir de là, ben, c'est que on a dû engager un autre réalisateur, Richard Lester, que lui est peut-être un réalisateur plus dans la comédie. Moi, je l'avais vu seulement là, dans un film là, des Beatles, qui est le premier film, si je me trompe pas, là, A Hard Day's Night. C'est vraiment pas la même affaire que le film de Superman. Mais en tout cas, moi, je suis un fan des Beatles, où j'étais surtout beaucoup un fan des Beatles auparavant, puis que j'avais comme tout vu en long et en large de ce groupe-là. Puis, en tout cas, peu importe, j'ai vu un film de lui. Je vois pas vraiment de lien avec le film d'aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu quand même tantôt, les tons un peu qu'on a de différents avec Superman 1 et Superman 2, puis voir qu'est-ce que Richard Donner dit de la version de Superman 2. Ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais Richard Lester, lui qui avait un peu travaillé sur le premier film aussi, on l'a transféré sur Superman 2. Il y avait 75% du film qui était déjà filmé pour Superman 2 sous la supervision de Richard Donner. Ce qui est arrivé, c'est que Richard Lester, lui, il devait refilmer des scènes pour tomber 100%. Ben, le réalisateur principal, qui veut dire 51% du film, fait qu'on refilme des scènes, puis on ajuste des choses, tu sais.
Fait que on a le film qui a quand même beaucoup de scènes de Superman dans Superman 2 original qui étaient filmées à l'origine. C'est pas mal toutes les scènes dans le fond avec Gene Hackman, que lui, il a jamais filmé pour Richard Lester, il a tout le temps filmé pour Richard Donner. C'est aussi pour il y a Marlon Brando que lui ne voulait pas revenir pour la suite à cause de raisons monétaires que les Salkinds ne voulaient pas payer. Alors, c'est pour ça qu'on l'a remplacé par sa mère dans le film. Je vais parler un peu là, de ça tantôt quand je vais parler du scénario. Mais qui va faire aussi la grosse différence entre la version Richard Donner et la version Richard Lester. Que la version originale, ben, on avait filmé des scènes pour Marlon Brando pour Superman 2, mais question monétaire, ben, on a comme pas pu réengager Marlon Brando pour les scènes qu'il avait déjà fait. Fait que ça paraît assez étrange, mais question politique ou question de contrat, ben, Marlon Brando pouvait pas réapparaître dans Superman 2. Ce qui va faire que la version Richard Donner va être complètement différente de la version théâtrale. Mais encore une fois, ben, je vais en parler là, pendant le scénario. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de différence? C'est-tu vraiment si majeur que ça? J'en parle dans quelques minutes. En fait, thématique, on a Superman qui est encore un peu peut-être un ado ou quelque chose de même, qui essaie de gagner sa liberté. Dans la version théâtrale, avec la fin de Superman 1, on a eu Superman qui a comme renié. Dans le fond, qui s'est complètement pris son autonomie, puis a pris ses jugements à la fin, où il avait décidé que lui il retournait là, la Terre, puis qu'il retournait dans le temps. Là, ça va être reporté à la fin du film. Dans le fond, le conflit dans la version d'honneur va comme continuer pendant toute la version du film, où ce que Clark va comme vouloir prendre son autonomie, il va vouloir perdre ses pouvoirs pour pouvoir être comme à la même hauteur que Lois Lane en fait de capacité physique, puis en même temps pour lui montrer qu'il l'aime. Ça va être pour la version d'honneur. Dans la version Lester, ça va être un peu similaire. Mais Superman, il va avoir déjà comme fait face à son père puis dire que bon ben je suis un homme, là j'ai besoin de quelque chose de plus aussi, mais que dans cette version là, ben il va aller voir sa mère plus, puis que elle va y accorder sa mortalité ou sa version humaine pour Clark Kent. Mais dans les deux versions, ben pour Superman ou Clark Kent, ça va être un genre de morale qu'il va devoir apprendre que c'est pas un mode de vie qui est pour lui, mais ça va être ça qui va être un peu la nuance des deux versions des films, mais ça va être la courbe d'apprentissage pour notre personnage de Superman. Pour le restant du film ou des versions, ça reste pas mal une version de film qui est transformée, ou plutôt une BD qui est transformée en film. On va avoir quand même un peu de la caricature, un peu. La version d'honneur, ben peut-être elle va aller dans l'extrême un peu en ayant des choses très extrémistes, comme Lois Lane qui va se tirer en bas de l'édifice du Daily Planet, ou qu'elle va se mettre à tirer directement Clark Kent. Oui, c'est des balles à blanc, mais quand même, on va y aller plus direct, plus caricatural. La version Lester, elle va y aller peut-être plus dans un côté normal, mais en guillemets normal, mais ça va rester quand même un peu de la caricature ou de la comédie. C'est des petites nuances qui font que les deux versions sont quand même assez distinctes, mais il n'y a jamais vraiment dans les deux versions qu'on sent que c'est quelque chose qui n'est pas transposé là, d'une bande dessinée à l'écran. Puis je pense que c'est ça qui est important à garder en tête en écoutant n'importe quelle des deux versions. C'est un super-héros qui a été dessiné, puis on met vraiment la bande dessinée à l'écran. Mais les deux versions vont vraiment avoir une différente approche. Fait que le film ouvre
avec un genre de prequel au premier film où ce qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes avant le début du premier film, en voyant Zod, Nan et Ursa qui se font capturer par comme le conseil sur Krypton, puis qu'on va comme un peu rééditer pour montrer que Marlon Brando n'est pas là. Mais qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, Zod et les deux autres vont quand même se faire pogner là, dans la zone fantôme, puis ils vont être expulsés de la planète. On va avoir le générique, puis qui va comme tout nous montrer là, le film de Superman 1, juste nous remettre à jour. Tandis que la version d'honneur, ben, on va partir un peu avec la même affaire, un peu une récapitulation du premier film, mais on va voir que lorsque Superman essayait de rattraper les missiles que Lex Luthor avait lancés à la fin du premier film, ben, on va avoir comme un peu changé ça, où ce que Superman va lancer ou repousser un des missiles dans l'espace, puis qui va libérer nos trois méchants là, de Krypton, Zod, Ursa et Nan. On va voir qu'ils vont être libérés. Puis ça, c'était supposé d'être comme la fin de Superman 1, comme qui avait été envisagé par la version d'honneur originalement. Ça aurait été quand même un bon cliffhanger pour la fin, à mon avis. Ça aurait été un petit peu quétaine quand même d'entendre Zod terminer à la fin puis juste dire free ou libéré, en tout cas, je sais pas comment il l'aurait traduit, mais ça aurait été un petit peu quétaine comme fin. Mais en même temps, ben, ça aurait été un bon punch de fin. Là, je vais faire attention quand même aussi pour vous endormir tout le temps en train de changer de version à l'autre. Je vais parler plus des gros changements majeurs entre les deux versions quand ça va valoir la peine quand même d'en parler. C'est sûr que des fois, là, les scènes ont été un petit peu virées de bord. Il y a des nuances un peu, mais je vais faire attention aussi, là, juste pas tout le temps être en train de comparer les deux versions en même temps, ou plutôt de parler trop des deux versions. Je vais quand même essayer de me concentrer plus sur la version théâtrale, puis juste vous parler un petit peu rapidement là, des alternatives avec d'honneur. Ce qui m'amène avec le film théâtral, on va voir Clark Kent qui se ramasse au Daily Planet, puis qu'il va apprendre que Lois Lane est partie à Paris. Il va y avoir une attaque ou un attentat sur la Tour Eiffel, puis bien sûr, Lois Lane elle va être pognée là-dedans. Je trouve que c'est un meilleur début pour commencer le film. Rendu là, ben tu sais, on a plus une scène d'action, parce qu'évidemment, Superman va se ramasser à Paris, puis il va comme tout sauver la journée. Il va envoyer finalement une bombe à hydrogène qui était dans l'ascenseur, puis il va l'envoyer dans l'espace, ce qui va libérer nos trois personnages de tantôt. C'est juste une alternative, mais on fallait revenir à la même place pour pouvoir continuer l'histoire qui avait déjà été écrite. Peut-être qu'il aurait pu tout réécrire au complet, puis juste refilmer toutes des nouvelles scènes, mais en faisant ça, ben, on perdait Gene Hackman, que lui voulait pas revenir pour le film dirigé par Richard Lester. Alors, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais en même temps, est-ce qu'on avait vraiment besoin de Lex Luthor? Je pense que oui. Fait que je pense que, tu sais, je veux dire, ça rajoute juste une continuité entre les deux films. Une question là, de quand même rester dans le même univers. Ça n'aurait pas été fatal, mais je trouve que ça rajoute quand même une légèreté dans le film. Puis en même temps, ben, les autres, les producteurs, ben, ils n'ont pas perdu trop d'argent là-dedans en devant refilmer des nouvelles scènes. Ou en vraiment mettant tout ce qu'il y avait déjà pour le deuxième film aux poubelles. On a pu quand même en garder une bonne partie. Mais on va retourner en arrière. Je suis en train de m'écarter un peu. Mais on va revenir à Lex là, dans quelques minutes. Il y a la version de Donner que je trouve qu'il va avoir un peu de plus de longueur à vouloir embrayer. Tu sais, on est un deuxième film. Je trouve ça plus logique qu'on parte un petit peu plus d'attaque tout de suite en partant. On va nous rembarquer dans un film de super-héros dans la version Lester. Mais dans la version d'honneur, ben, on va commencer plus avec Clark Kent et Lois Lane au Daily Planet. Puis Lois, elle va un peu déduire en prenant un portrait là, de Superman. Elle va prendre une photo de lui dans le journal. Puis elle va se mettre à barbouiller dessus. Puis elle va arriver avec un portrait là, de Clark Kent. Elle va faire 1 + 1, puis elle va dire, ben là, c'est parce que ça ressemble pas mal à toi. Ok, je suis d'accord à quelque part là-dessus. Mais, tu sais, plus ça va un peu se contredire ce que je dois dire. Donner va dire que
c'est plus caricatural d'arriver, puis que Lois Lane elle va se lancer par la fenêtre, puis que Superman va trouver une manière là, de la rattraper. Puis, tu sais, d'un côté, c'est peut-être plus extrême, mais tu sais, on verra ça là, dans une bande dessinée là, à cette époque-là. OK, ça, je suis capable de comprendre ça. Sauf le fait que Clark Kent, son seul déguisement, c'est des lunettes. Puis il faut aller avec cette idée-là. Puis que le fait qu'il est capable de réaliser que Clark Kent est Superman juste avec des lunettes, c'est quelque chose qui est tiré carrément du monde réel, puis qui ne marche pas pour la version comique. Je sais pas si vous comprenez un peu l'insinuation que je veux dire là-dedans. On dirait qu'ils veulent essayer de nous dire qu'on est une BD puis en allant des côtés extrêmes, mais l'autre côté, c'est trop réel qu'on se rende compte que Superman, c'est Clark Kent sans lunettes, là, tu sais. Fait que on dirait qu'on essaie d'y aller sur deux sens, à quelque part, puis on essaie de pardonner un peu. Puis honnêtement, c'est quand même c'est extrême pareil, là. Lois Lane là, qui met ça au hasard de même, puis qui est prête à se tuer pour ça. Si c'était vraiment pas Superman, ben ça allait mal pour elle. Personne dans un monde réel ferait exactement ce que Lois Lane elle a fait, là, à moins de vraiment avoir une petite coche en moins. Alors, pour moi, l'introduction au personnage, ben se fait mieux du côté là, de Superman 2 par Lester. Puis je trouve quand même ça extrême par comparaison là, des deux. Mais tu sais, il faut aussi savoir que la version d'honneur, c'est pas à 100% sa vision des choses. C'est important à comprendre ça tout de suite en partant. Ils nous le disent au début, là, que c'est juste un montage. Puis il va avoir utilisé quand même des scènes de Lester pour pouvoir compléter le film parce que naturellement, il manquait 25% du film. Fait que d'honneur qu'il aura complété le film là, en 2005-2006 dans ces eaux-là. Avait besoin quand même de d'autres scènes pour pouvoir compléter son film. Il y a des choses qui ont été refilmées parce que quelque part on va voir Clark Kent par la fenêtre puis c'est clair que c'est pas Christopher Reeve qui est là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est juste de voir la vision un peu que Richard Donner avait, puis est-ce qu'on embarque avec cette idée-là ou si ça ne fait pas de sens. Fait que c'est ça qu'il faut quand même jongler avec quand je parle de la version de Donner. Ensuite de ça, ben, comme je me suis avancé un peu tantôt, ben, on va voir l'introduction de Lex, qu'il va s'évader de prison encore. On va voir Ned Beatty qui va faire une petite apparition là-dedans. D'un côté, je trouve ça dommage qu'on n'a pas pu avoir Ned Beatty un peu plus que ce qu'on a dans le film. Là, on l'a dans le fond pour 2 séquences. La scène d'introduction des deux personnages, puis juste la scène où ce qui se sauve. On voit que quand même la chimie entre ces deux acteurs-là est A1. Je veux dire, ça aurait été quand même quelque chose de couper Gene Hackman pour faire un autre film, puis juste carrément le couper, puis tout refilmer à partir de zéro, une fois le départ à Richard Donner. Mais comme j'ai dit, il y a même un bout que même Richard Donner va le dire de lui-même. Richard Donner, il a quand même été offert d'avoir quand même son nom dans le film, puis il a dit non une fois qu'il avait vu la scène à Paris. Fait que, à quelque part, il a eu quand même la chance de mettre son nom dessus, il a dit non. Puis le fait qu'il a été demandé, ben ça devait pas être si mal que ça, la relation entre les Salkind et Donner. Fait que là-dedans, ben, je suis content qu'il y a au moins Gene Hackman qui a été sauvegardé, là, qui ont pu garder les choses qui ont été filmées pour Hackman. Puis je trouve que c'est une très belle introduction. C'est nono un peu, mais c'est le bienvenu. C'est un petit peu plus long dans la version d'honneur. Puis c'est ça qu'un peu des fois, si tu regardes le film juste pour ce qu'il est-ce que c'est juste un collage de scènes coupées ou c'est vraiment une version ou une vision que Donner avait à l'origine? C'est ça qu'un peu aussi, il faut jongler dans tout ça. Puis en même temps, ben, quand on veut refaire le film pour le mettre vraiment pour dire que c'est Richard Donner, le réalisateur du film, est-ce que lui, il fait juste comme rajouter les scènes puis raccourcir les scènes de Lester juste pour être sûr qu'il y a la majorité de films, de séquences filmées à son nom? Ou, tu sais, puis est-ce que c'était vraiment important les scènes? C'est ça que des fois que je me dis un peu là, dans les deux versions. Est-ce qu'on joue avec ça?
mais juste, tu sais, dans le fond, c'est pas nécessaire, mais juste pour que Richard Donner ait le nom complet comme réalisateur sur le film, on fait juste rajouter ces petites séquences-là, par rapport que normalement, si on couperait le film, si, mettons, on retourne en 1980 puis qu'on referait l'édition du film, toutes des petites séquences qui auraient été coupées. Mais en tout cas, c'est ça qui est dur un peu à savoir là, avec la version d'honneur. Mais ça ne vaut pas à dire que ce qui est montré de plus là, dans la version d'honneur, puis les petites séquences de scène de plus, c'est quelque chose que je déteste. C'est toujours bien le fun de voir quand même des petites choses de plus ou des plans différents, puis des affaires là, qui ont été rajoutées quand même. Ça fait une version un petit peu plus rallongée des choses. Puis si vous m'avez entendu sur d'autres films, ben c'est des choses qui me dérangent pas trop non plus. Des fois, quand on prend un peu plus notre temps, puis même dans le premier film de Superman, des fois, on semblait prendre plus notre temps, puis on n'était pas trop pressé tout le temps à peser sur l'accélérateur, puis se dépêcher à aller vers la fin ou sauter à la prochaine scène. Il y a des films qui sont faits de même, puis ça, c'est vraiment des fois tannant à écouter, quand on dirait que le réalisateur, il s'arrange pour que tu t'assieds pour écouter un film, mais que finalement, que tu t'essaies de t'arranger pour que le film finisse au plus vite. Là, ben, tu sais, j'apprécie quand même des fois quand on peut s'asseoir puis avoir le temps là, d'embarquer là, dans l'univers que le film veut nous embarquer dedans. Alors, on va se ramasser aux chutes Niagara. On va avoir un peu une manière qu'on va refaire un peu la scène où ce que Lois elle se tirait par la fenêtre. Ben là, elle va se tirer carrément dans la chute ou dans une des rivières en bas, qui va mettre Lois en danger. Que techniquement, je vois que c'est un petit peu plus réaliste de voir ça, puis un petit peu moins suicidaire, si on veut, du côté de Lois. Oui, elle aurait pu se noyer, ou elle aurait pu vraiment partir là, à tout jamais, quelque part. Mais je trouve qu'il y avait comme plus un peu un côté moins vraiment là, écarté de la réalité, comparé à la version d'honneur. Mais c'est ça revient au même. Clark va va la sauver d'une manière, puis sans que Lois s'en rende compte. Mais ultimement, ben, ça va tomber avec que Lois, elle va quand même découvrir que Clark, c'est Superman. Dans la version d'honneur, ben, elle va comme faire semblant de tirer dessus, puis Clark se rendra pas compte quand même qu'il n'a pas reçu de balle. Mais il va être juste choqué que finalement il s'est fait tirer dessus. Mais on avait vu même dans le premier film qu'il était quand même assez rapide. Ben, que dans le fond, soit il était trop rapide puis qu'il voyait la balle arriver lentement. Mais là, il ne verra pas de balle. En tout cas, ça contredit un peu avec peut-être l'image de Superman qu'on avait dans le premier film. Ultimement, il fallait que Lois, pour que l'histoire avance, il fallait qu'elle découvre que c'était Superman. J'aime mieux la version Lester là-dessus, où ce que Superman, il va arriver puis que est-ce que c'était vraiment volontaire qu'il voulait que Lois elle le sache? Parce que, OK, Superman, en tout cas, dans mon avis à moi, je pense pas qu'il est aussi maladroit qu'il fait. Peut-être qu'il veut faire le côté maladroit à Clark Kent, puis que vraiment ça a comme juste mal tombé. Mais tu sais, c'est comme un peu trop ridicule à quelque part qu'il y a un sans-farge qui met la main dans le feu, puis que finalement, ben tu sais, ils doivent dévoiler à Lois que là, ça a comme plus de bon sens. Là. Il est rendu là, dans un impasse à quelque part, puis il abandonne, puis il dit bon, ben c'est beau, je suis Superman, tout ça. Mais moi, je crois sincèrement qu'à quelque part, il voulait y dire, il était plus capable de se retenir à quelque part. C'était un petit peu trop pour lui. Il voulait trouver une manière, puis il a eu sa manière en bout de ligne. Fait que. Moi, je préfère beaucoup mieux la version de Lester là-dessus. Je trouve il y a plus d'impact sur le personnage de Clark Kent ou de Superman. Je trouve que c'est plus réaliste. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve qu'on arrive à plus embarquer sur le personnage là, de Superman ou de Clark, plus comment il pense. Puis tu sais, on voit un peu plus les talents à Christopher Reeve là-dedans, où ce que tu sais, on voit que tu sais, comme il est à bout, c'est beau, tu sais, je veux dire, là je me laisse aller, puis je suis plus à l'aise, tout ça. Tandis que dans la version d'honneur, ben tu sais, on avait pris un screen test original pour Christopher Reeve et
Margot Kidder. C'était le test. C'est une scène qui a été filmée juste pour voir comment ils réagissaient ensemble, ou plutôt voir comment que lui avait l'air de Superman et de Clark, puis de elle, comment qu'elle pouvait être comme Lois Lane. Fait qu'ils jonglent un peu avec cette idée-là, puis ils ont comme mélangé un peu là, les deux scènes ensemble pour faire la version d'honneur. Mais c'est pas la raison pourquoi que je l'aime moins, c'est juste par le principe, à quelque part. Je trouve que Lester, sa manière là, d'apporter que Clark est Superman, je trouve que ça rajoute comme un conflit interne de Clark, plus que juste Lois Lane qui a réussi à avoir le secret là, de Clark en jouant un tour. Fait qu'à partir de là, je trouve que ça devient quasiment plus logique en bout de ligne. Clark, il va amener Lois dans le pôle Nord, à la forteresse de solitude. Puis dans une des versions, il va présenter Lois à sa mère. Comme peut-être comme quasiment pour lui dire c'est la femme de ma vie, je veux la marier, puis je veux faire ma vie avec. Moi, je trouve que ça va peut-être mieux à quelque part. Quand même en écoutant peut-être les réalisateurs, on va dire que c'est le côté plus émotionnel. On va sortir le côté à sa mère. Mais dans la version originale aussi, c'est normal peut-être d'avoir sa mère. Parce que le conflit avec Brando, il a été comme réglé. C'était pas nécessairement un conflit, mais qu'est-ce qu'il y avait à faire comme chose? À la fin de Superman 1, Superman il avait dit à Brando, pas directement là, avec ses actions, il avait dit à Brando, regarde, je prends ma vie en main. Puis dans la version Lester, c'est ça qu'il fait aussi, mais tu sais, quelque part il va voir sa mère pour être capable là, de pas blesser Lois Lane peut-être, parce que par la suite c'est évident que on va aller coucher ensemble, puis c'est comme ça qu'on va montrer qu'ils sont en amour follement, mais en même temps il est prêt à perdre tout juste pour être avec Lois Lane. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre avec la version Lester. C'est similaire avec la version d'honneur. Mais de un, visuellement, ça a l'air à faire moins mal que dans la version Lester, parce qu'on va vraiment avoir toute la décortication du corps à Superman une fois qu'il va rentrer là, dans la chambre là, pour se décryptoniser, si on veut. Mais dans la version d'honneur, on n'aura pas le droit à ça. Mais on va avoir le droit à d'autres scènes avec Marlon Brando. Puis si on y pense, puis c'est ça aussi qu'il est difficile des fois à penser, que dans le fond le conflit avec Jor-El n'a pas été réglé pareil à la fin de Superman 1, parce que Superman n'a pas eu à retourner la Terre puis à inverser les choses qui s'est produit à la fin de Superman 1. Alors l'histoire continue avec Jor-El de Superman 1. Puis aussi, ce qui est le fun de la version d'honneur, c'est qu'il y a quand même une interaction avec Jor-El. Puis Clark, que tu sais, à quelque part, il dit regarde, tu sais, j'ai le droit, là, tu sais, je peux faire ça, là, tu sais, à quelque part, là, j'ai été capable de me donner pour l'humanité, à quelque part, tu sais, j'ai le droit aussi un peu de penser à moi, tu sais. Fait que je trouve que c'est des choses aussi qui est bon là, dans la version d'honneur. Mais ce que je trouve plate à partir de là, c'est que à la suite de ça dure pas longtemps. Ils vont partir de là, puis ils ont une petite fin, puis ils vont se ramasser là, dans un casse-croûte. Puis il y a un con qui va arriver, puis qui va chercher la bagarre. C'est une scène qui me trouble un peu tout le temps. Je sais pas comment la prendre quelque part à chaque fois. Autant la première fois, puis autant la scène de la fin. On dirait que cette scène-là, elle me va tout le temps du mauvais sens à quelque part. Parce qu'à quelque part, ok, oui, Clark, je veux dire, dans le fond, c'est pas une mauviette, rien, tu sais. C'est pas une momoune, il est capable de tenir tête. Mais à quelque part, on peut voir avec cette scène-là que Clark, il est vraiment pas capable de se battre tout seul. Il a vraiment besoin de ses pouvoirs. Puis c'est quelque chose que j'aurais aimé ça pouvoir voir à quelque part. Que oui, on peut voir qu'il y a du cœur en arrière, mais à quelque part, l'autre, le méchant gars, oui, il fait des coups de chien, puis c'est ce qui va avoir que Clark va se faire ramasser. Mais à quelque part, j'aurais aimé ça voir que Superman a pas besoin de ses pouvoirs quand même pour être capable de se défendre. Mais comme j'ai dit, à quelque part, on peut voir quand même qu'il a la volonté. Il n'a pas peur de la personne à cause qu'il n'a pas ses pouvoirs. Mais on aurait pu arranger ça là, d'une autre manière.
au pire que il est capable là, de se battre un peu, mais que finalement, ben, il y en a deux autres qui arrivent en arrière. Ça aurait été un peu cliché peut-être, mais je trouve que peut-être que cette scène-là aurait mieux sorti par la suite. Là, on a juste quelqu'un qui, dans le fond, sans ses pouvoirs, il est absolument capable de rien, il est pas plus intelligent. Il y a des choses qui sont perdues un peu là, dans cette scène-là. Puis même là, c'est peut-être un peu rapide tout de suite. Plus de pouvoir, boum, il se fait planter tout de suite à la première affaire. C'est un film, il faut que ça l'avance. Ça, je le comprends très bien. Est-ce que j'aurais appris une demi-heure de Superman ou de Clark Kent et Lois Lane qui s'en vont en voyage de noces? Puis que tout va bien, puis après ça, tout d'un coup, tout s'écroule. Non, mais tu sais, juste peut-être une autre scène transitoire, qu'à quelque part, il y a des belles choses qui se passent entre les deux une fois qu'il est clair, puis que finalement, ben, tu sais, 2-3 scènes peut-être même, tu sais, une transition, quelque chose de même. Tout d'un coup, ça vire de bord. Puis là, il va voir Zod à la télé, puis il va dire, ben là, j'ai comme plus le choix, quelque part, de revenir avec mes pouvoirs. Peut-être que, même là, c'est forcé un peu qu'il aille chercher ses pouvoirs à quelque part de même. Ça aurait été le fun que ce soit pas Zod qui soit la réponse, que Clark voit ce qui est inévitable, qui doit être Superman et non être un être humain normal. Je trouve ça vraiment plate que ça finit sur cette idée-là dans les deux versions. Quelque chose qu'on aurait pu juste un petit peu élaborer dans une des deux versions, puis dire que quelque part, il l'a réalisé par lui-même, puis que peut-être que Zod est l'élément déclencheur de plus, quelque chose de même. Là, ça a l'air juste que on en revient d'abord juste à cause de Zod, puis pas juste à cause du gars là, dans le resto. Alors Clark, il va retourner à la forteresse, puis il va confronter son père. Puis il va dire, ben regarde, je veux revoir mes pouvoirs, ok, c'est beau, je me suis trompé, je me suis planté. Puis je demande pardon. Puis finalement, ben, Jor-El, il va y redonner ses pouvoirs kryptoniens. Mais la conséquence de ça, c'est que Brando, ben, il n'existera plus. Ce qui va un peu rentrer avec l'idée que à la fin, pourquoi autant que Donner il dit, ben, c'est la version là, qu'on avait avec Brando. Mais le conflit avec Jor-El ou le fait que Jor-El avait dit, comme dans le premier film, tu ne dois pas changer les choses dans le temps, ben à la fin, Superman va le faire gratuitement, carrément. Puis tu sais, il y aura comme pas de raison donnée à ça, puis il y aura comme pas de conflit à rien. C'est comme il va avoir décidé un bon matin, il va dire bon ben c'est beau, ça a trop mal été, je revire la Terre à l'envers, je recule dans le temps, tout ça. Puis tu sais, ça va comme mettre ça nul carrément pour la fin. Mais ça reste quand même une scène touchante avec Brando. De voir cette scène-là, puis les deux qui vont comme fusionner ensemble. Mais je dirais que la version de Lester, où ce que Clark va revenir à la forteresse, puis ça va être noir total avec des éclairages verts. Puis qu'il va demander pardon, mais qu'il va y avoir personne. Je vais dire que visuellement, je trouve que cette scène-là, encore une fois, la version Lester, je pense que je la préfère à la version quand même avec Brando. Je trouve ça une belle alternative avec Brando, mais le fait que tout est noir, puis tout d'un coup, ben, avec la musique qui rembarque, et il y a juste le cristal vert qui va réapparaître dans le noir, je trouve que tout ça, tout est dit rendu là. T'sais, visuellement, on a un film, c'est visuel, puis la scène est très puissante dans la version originale. Pas qu'elle n'était pas dans la version Brando, comme je viens de dire, mais je crois que la version théâtrale, ben, elle va tomber être un peu supérieure, juste pour une question là, de moins c'est plus. Puis la manière que ça a été apporté, ben, je pense qu'ils ont très bien réussi à remonter l'idée, puis on a tout compris, on n'a pas besoin là, du déblatérage là, de Brando et de Clark. On sait tout ça juste par défaut, puis ce qui amène avec mon argument tantôt, est-ce qu'on fait juste rajouter des scènes parce qu'on peut les rajouter parce que là, tout d'un coup, on a le droit de rajouter Brando. C'est plus ça que je me dis rendu là. Fait que ça, c'est pas mal l'histoire que Superman a à accomplir pendant le film de Superman 2. Pendant tout ce temps-là, ben, on a Zod qui est libéré de la zone fantôme avec ses deux bras droits, ou bras droit et bras gauche, si on veut.
On va les voir arriver sur la Lune en premier. La scène est pas mal identique dans les deux versions. C'est à quelque part, tout leur cheminement, ils vont arriver sur la Lune. Puis il y a des astronautes qui sont dessus. Puis dans le fond, ils vont semer le chaos carrément. Ça va être quand même assez drôle d'un côté où ils vont penser que la Terre s'appelle Houston, puis après ça, ils vont descendre sur la planète, puis ils vont même dire, bon, ben ça, c'est la planète Houston. C'est quand même assez drôle d'un côté. C'est pas à rire à chaudes larmes, mais ça reste quand même rigolo. Je me dis, à quelque part, déjà là, qu'ils volent dans l'espace, oui, Superman, il l'a fait au début du film, puis même un peu à la fin de Superman 1, mais ils trouvent pas ça un peu anormal qu'ils peuvent respirer dans l'espace. Ça me donne un peu quand même l'idée, est-ce que les Kryptoniens, eux autres, ils pouvaient respirer dans l'espace? C'est sûr que techniquement, ils n'ont pas la même physionomie que les humains. Peut-être qu'ils sont capables. Je le sais pas tout à fait, mais quand on les voyait sur Krypton, ben, on voyait bien qu'il y avait les capacités là, des humains. OK, c'est beau, hein, c'est l'affaire là, du soleil jaune qui lui donne des pouvoirs, mais ils vont apprendre quand même assez rapidement le pouvoir. Ils sont capables de rentrer dans l'atmosphère sans problème, tout. Ben, OK, oui, Superman est capable aussi de le faire. C'est sûr que c'est un film de super-héros, c'est un film où on transforme une bande dessinée en film, puis on ne cherche pas trop à mettre les lois de la gravité là-dedans. OK, ça, je veux dire, ça, je suis capable là, de mettre ça dans ma tête en arrière-plan. Mais tout de suite en partant, tu sais, c'est parce que pendant toute une partie du film, à quelque part, ils sont comme en train d'apprendre chaque pouvoir un à un, mais ça va jamais être apporté, cette idée-là. Fait que c'est juste pour ça que j'en fais la mention. Ils vont descendre sur la planète Terre, finalement, ou Houston, si on veut voler les mots à Zod. Ce qui est intéressant, d'un côté, c'est que Zod va apparaître, il va descendre carrément dans un lac, puis il va marcher sur l'eau. Premier film, quand je parlais avec Christophe, ben on parlait un peu, dans le fond, d'une analogie là, de Dieu ou de Jésus. Jésus marche sur l'eau. Ben là, on a Zod qui marche sur l'eau. Fait que, en tout cas, c'est juste une autre manière, là, peut-être de dire qu'on a un Dieu qui descend des cieux, tu sais. Peut-être, en tout cas. C'est pas la même idéologie en arrière, mais on peut montrer que Zod est égal à Superman en fait de pouvoir. C'est plus ça qu'on veut nous montrer. Là-dedans, on va voir quand même couper dans la version d'honneur des petites bouts qui sont un petit peu rigolos du personnage de Non, où ce que lui, il est comme pas capable vraiment d'utiliser ses yeux. Les lasers qui sortent là. Il y a Ursa qu'elle a réussi à le faire, puis Non, il y a un peu de misère. Un peu plus loin, dans la version d'honneur, ça va un petit peu. Ben, on pourra pas le comprendre exactement de la manière que c'est filmé si mettons on voyait juste la version d'honneur. Mais en voyant la version Lester, ben, quand Non essaie d'utiliser ses yeux, ben c'est ça, on comprend qu'il est pas capable, puis finalement il est capable un peu plus loin. Fait que ça fait un peu le bout rigolo de la chose, que finalement ben Non est un peu content. C'est comme un peu quasiment la seule affaire qu'on a de Non comme personnage. Dans la version d'honneur, il y a à peu près rien à faire à part être juste le gros bras, mais c'est tout, il n'y a rien de plus. Puis dans la version Lester, ben on s'en est servi un petit peu plus. C'est pas qu'on avait grand chose à se servir avec, même Ursa, elle ne sert pas à grand chose. Mais on a quand même donné quelque chose à faire aux deux personnages qui accompagnent Zod. C'est sûr que Zod reste le principal, mais au moins on a pu donner quelque chose aux deux autres personnages, ce qui manque dans la version d'honneur. Même dans la conversation que j'ai eue avec Christophe au dernier podcast, il y a un bout où je disais à Christophe qu'on parlait de James Bond, qui était un des... Ben, pas James Bond, mais un des écrivains du film de Superman, qui était dans les personnes qui avaient écrit aussi pour certains films de James Bond, qui avait écrit le film de Vivre et laisser mourir. Ben, dans ce film-là, on a un personnage que, pour moi, il est dans les deux films, qui est dans l'univers de James Bond, puis qui est dans l'univers de Superman. On a un policier là-dedans, J.W. Pepper, qui était dans James Bond. C'est pas un personnage que j'aime. Là. C'est un personnage que j'aime pas très là, dans le film de James Bond, mais qui était même revenu là, dans la suite là, de James Bond, L'homme au pistolet d'or. Mais
En tout cas, ce personnage-là, on dirait qu'on le retrouve dans le film d'aujourd'hui. Il se fait pas nommer J.W. Pepper, mais pour moi, on a un croisé entre les deux films ici. Puis je dirais qu'il m'énerve moins dans le film de Superman 2, mais pour moi, quelque part, c'est peut-être juste une marque de commerce pour Tom Mankiewicz qui a fait de la réécriture là, sur le film de Superman 2. Alors, on voit Zod qui arrive avec ses deux compagnons, puis que finalement, ils vont faire la loi dans un petit village, puis qu'en bout de ligne, tout ça va être un peu médiatisé, qui va relier avec Clark qui était dans le resto, puis que c'est ça que dans le fond qui va l'avoir fait décider là, de retourner en arrière pour lui, de retourner à la forteresse. Dans tout ça, on a comme tout un petit montage, puis dans le fond, l'action se passe pas mal toute là. Depuis quasiment le début, on n'a pas grand-chose dans la version d'honneur, on a juste tout d'un coup un peu d'explosion. On se sent un petit peu plus là, dans un film un peu plus grandiose à partir de là. C'est un peu de l'action à petite échelle pour qu'est-ce qui va arriver vers la finale du film. On en met un petit peu moins, puis après ça, on arrive à plus à la fin du film. C'est normal. On en met tout le temps de plus en plus quand on construit un film pour arriver à un summum à la fin. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être un petit peu tronqué par la version d'Honor où on essaye là, de couper un petit peu les gags. Puis, à quelque part, c'est pas que les gags étaient plates ou ils étaient trop campy. Mais quelque part, c'était l'humour du temps. Puis honnêtement, je trouve que la version Lester, elle va rester supérieure là, dans sa totalité. Oui, peut-être qu'à la longue, c'est un petit peu trop, mais le fait de les avoir coupés pour la version d'honneur, je trouve que c'est plus une question là, que lui, il s'est dit, moi, je dois juste prendre exactement ce que j'ai besoin pour faire mon film, puis j'en mets pas plus, mais quand on rajoute les scènes de d'honneur, on en met plus, puis on garde pas le strict nécessaire. Fait que je trouve que, encore une fois, la version d'honneur Lester va l'emporter, surtout comme juste avec Don. Puis ses lasers de ses yeux fonctionnent. Je trouve que juste ce petit détail-là va faire que je préfère la version Lester pour ce segment-là du film. Alors, après avoir pris le contrôle du petit village, l'étape suivante, c'est bien sûr la Maison Blanche. Fait qu'ils vont prendre contrôle de la Maison Blanche et c'est là où ce qu'on va avoir nos grandes têtes des méchants qui vont se rejoindre, où ce que Lex Luthor va arriver. Puis Gene Hackman, comme j'ai dit, peut-être qu'il n'enlèverait pas grand-chose au film, mais à quelque part, je crois que à chaque fois qu'il est là, il captive l'écran. Je pense qu'en bout de ligne, je trouve que Gene Hackman, peut-être, il captive plus que Zod. Je veux dire, il y a peut-être trop de tête du côté des méchants, mais quand Gene Hackman apparaît à la Maison Blanche, tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il fait à chaque fois pour pouvoir comme se sauver la vie, je me demande quasiment d'un côté pourquoi quelque part il essaie pas de trouver une manière de s'en sortir, parce que quelque part, il est clair qu'à quelque part Zod va arriver puis il va dire regarde, c'est fini là, on s'en débarrasse, puis il y a tout le temps une chose de dernière minute qui est capable là, de juste revirer toute la situation de bord puis s'en sauver, mais ça reste quand même de la caricature un peu, puis je trouve que ça reste quand même assez humoristique là, dans la totalité. Puis ça, c'est ça dans toutes les scènes qu'on a avec Zod et Lex, puis qui fait un petit charme là, de les voir les deux ensemble, puis voir que, tu sais, dans le fond, c'est pas deux têtes qui s'unissent ensemble. Ils ont les deux, chacun leur agenda, puis ils veulent chacun faire leurs petites affaires. Zod veut dominer le monde. Oui, Lex, c'est un peu ce qu'il veut faire. Il est capable d'un peu s'arranger pour, au pire, vivre avec un peu plus petit, mais on pourrait supposer que quelque part, il s'est arrangé à quelque part pour essayer de trouver une place pour qu'il soit autant dominant que Zod éventuellement, si, mettons, Zod aurait pu avoir le contrôle suprême de tout. Alors, tous les chemins mènent à Rome ou mènent à Métropolis. On s'en ramasse à Metropolis, où ce que Zod, il va avoir été conseillé par Lex
d'aller trouver Lois Lane, que Lois Lane est la confidente à Superman, que Superman, c'est le fils de Jor-El. Jor-El est la personne qu'on n'a pas vue au début de la version Lester, qui a envoyé Superman, qui a envoyé Zod plutôt dans la zone fantôme. Alors, eux autres, ils vont en faire un carnage. Carnage, c'est pas sanglant, là. Mais ils vont aller ramasser Lois au Daily Planet et Superman va arriver à temps pour comme les sauver. Et ça va être la bataille à Metropolis. C'est quand même une grosse bataille, puis elle est quand même assez élaborée. Il y a beaucoup de techniques qui ont été utilisées là-dedans. Je dirais que, point de vue visuel, je crois qu'il y a. Si on y va, c'est tout le visuel qu'on avait eu dans Superman 1. La plupart des réalisations ont été réussies. Je trouve qu'ils jurent un petit peu plus tous les plans qu'ils essaient de faire là, dans la bataille de Metropolis. Il y a des petites affaires là, que ça jure un peu, mais je trouve qu'on en a fait quand même pas mal. Puis, on s'est quand même donné là, pour faire quelque chose là, d'assez grandiose. Bataille qui dure quand même quasiment une dizaine de minutes. Puis, ça va quand même continuer. Puis, c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est pas réglé en 2 minutes. Il y a juste une affaire que je vais peut-être donner à la version Lester, la version d'honneur cette fois-là, que lui, il va avoir coupé quelqu'un qui parle au téléphone, puis que une fois que Zod et ses 2 compagnons vont souffler du vent, puis que ça va juste comme tout arracher dans la rue, puis le gars va continuer à parler au téléphone, je veux dire, c'est un petit peu trop ridicule, quelque part. Dans la version d'honneur, on va l'avoir coupé. Puis ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça, c'était trop. Ça valait la peine de la couper. Mais la scène a été filmée un peu dans les deux côtés. Il y a du Lester et il y a du Donner. Même Donner, une fois qu'on écoute son commentaire, il n'est pas trop sûr exactement de qu'est-ce qu'il a filmé là-dedans parce qu'il a filmé des bouts puis pas tout au complet. Fait que dans la totalité, dans les 2 versions, c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est pour ça qu'on va voir le film, dans le fond, pour voir la suite de Superman. Puis peut-être voir 1-2 qui normalement on pousse un peu plus que le premier film. La dernière partie de Superman 1 était un film de super-héros, pas mal en gros comme qu'on le connaît aujourd'hui. On part de là. Là, on est rendu à Superman 2. On continue le film de super-héros. Puis là, on en a pour notre argent. Éventuellement, Superman va voir que il est pas capable d'en venir à bout de 3 personnages. Fait que il va virer de bord. La ville va être un peu fâchée après Superman parce que dans le fond, il a pas livré un combat jusqu'à la fin. Ce qui va être dans le fond plus intelligent que d'un côté, sont en train de détruire toute la ville en bout de ligne en train de se battre. Fait que aussi bien d'amener la bataille ailleurs parce que finalement, on va le suivre au pôle Nord, à la forteresse. Fait que dans le fond, c'était la meilleure chose qu'il a faite. Mais les citoyens de Metropolis vont le voir comme un lâche. En tout cas, ça c'est quelque chose qui ne sera pas ramené pour la fin du film. Alors, ils vont se ramasser à la forteresse de solitude. Dans la version d'honneur, ça va être quand même assez court. En bout de ligne, on va avoir juste comme la fin de ce qui va devenir la version théâtrale. Il va y avoir encore une autre bagarre entre Superman et les 3 personnages. Il faut savoir aussi que ça, c'était une scène qui a été filmée avec Gene Hackman, mais on l'a rajouté, puis on a tout comme coupé les scènes pour pouvoir montrer que Gene Hackman est là, mais dans le fond, toute la bataille où est-ce que Superman va se multiplier, puis même il va envoyer comme son logo qu'il y a de Superman, qui va faire comme une grosse toile qui va englober un des compagnons à Zod. Ça a été filmé là, pour la version Lester. Je trouve que pour la version d'honneur, ça va tomber quand même à plat en bout de ligne parce que c'est juste comme une conversation qui va régler toute la situation. Dans la version Lester, c'est ça, on a essayé d'en rajouter un peu plus. Peut-être comme le logo qui se transforme en grosse toile, c'est un petit peu n'importe quoi, mais en bout de ligne, c'est quoi exactement les pouvoirs à Superman? Fait que moi, je suis capable de laisser ça passer.
Superman, qui a comme des doublons de lui-même, qui est des hologrammes, quelque chose de même. C'est quoi exactement les pouvoirs à Superman? Qu'est-ce qu'il peut faire exactement? On peut en apprendre encore tout le temps quelque part. Puis en même temps, ben, on est dans la forteresse à Superman. Peut-être que quelque part, il y avait des choses ou des choses qu'on ne sait pas encore de la forteresse. Je suis capable de laisser ça passer pour ça, en sachant qu'on est chez Superman, puis il y a tout un environnement kryptonien alentour. T'sais, on est capable d'avoir une grosse tête de Marlon Brando, comme qu'on est capable d'avoir des personnages de Krypton qui sont capables d'apparaître, là, peu importe la version, tout ça. Fait que il peut y avoir pas mal n'importe quoi qui apparaît dans la forteresse. Fait que moi, je suis capable de laisser ça passer là, pleinement. Ultimement, ben, ça va terminer que Superman va lancer une ligne à Lex. Puis que Lex va trahir Superman, mais que dans le fond, ça va revenir que c'est ça que Superman voulait. Que Superman rentre dans la cabine où ce que normalement ça allait transformer Superman en être humain, mais que finalement ben ça va avoir été inversé, que les pouvoirs ça va être à l'extérieur. Je trouve que ça n'a comme pas tout à fait de sens d'un côté, parce qu'à quelque part Zod et ses deux disciples n'ont pas été décryptonisés, puis n'ont pas eu passé au travers de tous les rayons X, puis tout ce qu'on a vu un peu plus tôt dans le film. Puis qu'ils s'en ont pas rendu compte, ben c'est quand même assez étrange. On peut remarquer quand même que la lumière a changé de bord, elle n'est pas dans la cabine, mais est à l'intérieur, est à l'extérieur. Ça, on peut s'en rendre compte, mais à quelque part, pourquoi que tout d'un coup, ils n'ont pas été décryptonisés puis qu'on n'a pas vu ça, ils n'ont pas rien senti du tout. Ça, c'est ça qui est un petit peu dur à comprendre, mais je comprends qu'il faut laisser ça pour la révélation que finalement, ben, Superman a gardé ses pouvoirs. Ça, on gardait ça pour ça. Mais pour point de vue logique, ça tient pas la route. Alors, Superman va tuer Zod. Il va l'envoyer dans un trou. J'imagine que c'est un trou mortel à quelque part. Non va tomber dans possiblement quelque chose comme le même trou, un trou à côté. Parce que lui, il pourra pas voler. Puis Ursa, ben, elle va être tuée par Lois Lane, parce que Lois Lane, elle va sacrer un coup de droite et elle va tomber dans le trou elle aussi. On peut dire que dans la version d'honneur, ça va être corrigé. Parce que rien de ceci va avoir arrivé, parce que Superman, éventuellement, ben, il va avoir éliminé tout ce qui s'est passé dans Superman 2. Il va avoir retourné le temps, puis toute Metropolis va s'avoir reconstruit. Puis Zod, Non et Ursa, ben, ils vont être encore pognés là, dans la zone fantôme. Ce qui est un petit peu nono comme idée, autant que c'était un nono dans le premier film, ben je pense que c'est encore pire dans la version d'honneur. En bout de ligne, on vient vraiment nous montrer que le film qu'on vient d'écouter n'est absolument rien. Il n'y a absolument rien qui va sortir de ça, puis ça valait pas la peine de l'écouter, parce que en bout de ligne, du début à la fin, ben on vient de rendre tout le film nul. Même, il va y avoir un bout où ce que Superman va détruire la forteresse de solitude, juste en sortant là, de là. Mais en bout de ligne, ben c'est ça. Il va retourner là, le temps là, d'ici le lendemain matin. Fait que pourquoi que on a vu ça sert absolument à rien. Dans la version théâtrale, ben, on va comprendre que Lex Luthor a été retourné en prison. Puis que le lendemain, ben, au Daily Planet, Lois Lane a le cœur brisé. Fait que Superman, à quelque part, ben, pour y enlever le poids, il va l'embrasser, puis un autre pouvoir qu'il doit avoir à quelque part, il est capable d'y faire oublier une tranche de sa vie. Exactement quelle tranche qu'il fait oublier, je le sais pas comment ça fonctionne, mais elle se rappelle pas là, que c'est Superman. Superman va retourner au petit resto qu'il s'était fait planter par un des autres gars, un des gars là-bas. Il va comme avoir sa vengeance, puis comme j'ai dit tantôt, ben c'est comme quelque chose que, peu importe, ça l'a du début ou de la fin, quelque chose que je trouve qui marche pas pour moi en tout cas. À quelque part, je pense que Superman aurait dû être au-dessus de ça. Le fait là que il va, dans le fond, ok, il va pas y casser la gueule, mais sauf que je le sais pas, tu sais, c'est peut-être
le gars de 6e année qui va dans le cours d'école et planter le gros baveux de la première année. C'est quelque chose que je sais pas qui est bas de gamme pour le personnage de Superman. C'est quelque chose que je trouve que il n'aurait pas dû être. Je comprends que le gars, on l'aime pas, mais il y avait une meilleure manière là, d'y arriver avec ça. Puis je trouve que ça, c'était la mauvaise manière là, de faire cette scène-là. Puis même, comme j'ai dit, ben, Superman, tant qu'à moi, il aurait dû être au-dessus de ça. Puis pas aller avoir une quête de vengeance sur ce gars-là. Oui, il a donné une leçon, mais c'est pas quelque chose qui aurait dû être fait. Là. En tout cas, pas de cette manière-là. On va avoir une petite dernière scène dans la version Lester où il va aider à réparer la Maison Blanche avec le drapeau américain. Puis qu'il va dire qu'il va toujours être là, qu'il y a pour une raison. Il était pas là, mais qu'il va jamais redécevoir le président, puis que tout est à la norme. Bien sûr, on ne pouvait pas avoir cette scène-là dans la version d'honneur parce que tout a été réparé magiquement une fois qu'il a retourné la planète de bord. Ce qui est totalement ridicule, dans le fond. En bout de ligne, c'est quelque chose qui se fait pas. Là, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pouvait parler aussi là, dans Superman 1. Ça marche pas, mais dans cet univers-là, ça marche. Fait que c'est pour ça que j'élabore pas là-dessus. Et le film finit là. Parce qu'on a le même plan là, qu'on avait eu à la fin du premier film, puis Superman là, qui envoie la main au spectateur, puis il dit bye bye dans le fond, puis on s'en va à la prochaine. Toujours une belle manière de finir ça, puis qu'il y ait un parallèle. Et déjà là, ben, on avait planifié qu'on allait avoir Superman 3, parce que c'est la première affaire qu'on voit une fois que le générique commence. Alors, en conclusion, je crois être quand même assez clair, même si j'ai parlé beaucoup des plus et des moins des deux versions. C'est sûr que c'est un film que c'est un vert. C'est pas un film qui est aussi vert que le premier Superman, où je pense qu'ils ont vraiment fait un très très bon film pour le premier film. Là, on a une continuité. Peut-être que pour les enfants, on a un meilleur film, si on veut. Pas dire que, dans le fond, c'est un film qui est dirigé peut-être à un public plus jeune, peut-être, mais je crois que c'est plus facile si on est plus jeune parce qu'il y a un petit peu plus d'action. Ou on a Superman plus vite à l'écran. Moi, étant plus jeune, dans le temps, je pense que j'aimais plus Superman 2 justement parce que c'était moins long à voir Superman à l'écran que dans le premier Superman. Mais en grandissant, je pense que le premier film est un meilleur film que le film d'aujourd'hui. Mais ça ne change pas que le film d'aujourd'hui est une très bonne suite, mais c'est pas supérieur au premier film. Pour les deux versions, je pense que ça, j'ai été quand même assez clair dans le podcast. Je vais aimer mieux la version théâtrale parce que peut-être que si on avait eu la version d'honneur, si on aurait eu vraiment comme un film qui englobe les deux, tu sais, quand on l'écoute vraiment, là, le Richard Donner Cut, si on avait eu vraiment Superman 1 qui finit par Superman 2, puis qu'on aurait eu un film de 4h30, peut-être que ça serait plus facile à écouter. Là, on a un film que, oui, au début, il nous montre que Superman 1 n'a pas terminé pareil. Ça, je le comprends, mais à quelque part, tu peux pas arriver et écouter Superman 1, peser sur stop à 10 minutes de la fin, puis après ça, commencer à écouter ce film-là, ça marche pas à quelque part. Qu'est-ce qui arrive exactement à la fin de Superman 1? On a besoin de quand même avoir quelque chose qui conclut Superman 1, puis que Superman 2, la version d'honneur, commence. Là, on n'a absolument rien de ça. On a comme juste quelque chose qui dit, on a divagué l'histoire pour qu'elle commence comme ça, avec le missile qui s'en va dans l'espace, puis qui libère Zod. OK, mais comment est-ce que Superman 1 a terminé? Est-ce que ça se passe directement tout de suite après? Il fallait avoir quelque chose d'autre à quelque part. Puis à quelque part, je pense que des fois, il faut tout le temps être en train de penser à chaque scène. OK, ça, c'est vrai que c'est pas arrivé le faire de tourner la planète, puis que Superman a décidé de suivre son cœur dans le premier film et non de suivre qu'est-ce que Jor-El y a appris. Il faut comme tout le temps se le rappeler dans le film. Puis autant que on avait une idée à faire le film originalement,
Je pense que quand on a pris du recul, puis on a refait le film qui est devenu éventuellement la version de Lester, ben je pense que pour la générale, on a amélioré certains points. Parce que le film a pris en compte qu'il y avait la fin de Superman 1 qui est comme qu'on a eu. Malheureusement, pour la version d'honneur, ben, on a bien beau dire que la fin, c'était pas supposé être ça, mais on a eu quand même Superman 1 de la manière qu'on l'a eu. Fait que je pense que la seule manière que la version d'honneur elle peut marcher, c'est en ayant un film de 4h30, 5h, qui incorpore les deux films ensemble. Puis après ça, ben, on aurait quelque chose qui est plus qui se tient plus, puis peut-être que ça marcherait plus. Mais c'est pas ça qu'on a. Il y a des belles choses à voir. C'est comme on pourrait voir ça comme côté alternatif, puis c'est comme ça que je pense qu'il faut regarder ça. C'est un film alternatif à Superman 2. Mais pour moi, le meilleur film des deux reste quand même le film original parce qu'il s'écoute mieux comme film seul. Puis il incorpore le premier film, puis c'est sa suite. Plus que le film de Richard Donner, ben il change la fin du 1 et on n'a pas cette fin-là exactement, qu'est-ce qui se passe avec tous les autres personnages, puis comment que tout ça termine, qui fait que le début de la version d'honneur, ben oui, on nous l'a expliqué, mais qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment que ça a terminé exactement, ben, ça fait que les deux films ne peuvent pas coller ensemble. C'est sûr que je pourrais rajouter toutes les scènes là, de la révélation de Clark qui est Superman, puis toutes ces scènes-là, c'est des choses qui sont le fun à voir, mais ils sont pas supérieurs. Autant que Richard Donner, quand on écoute le commentaire, il veut tout nous dire que il veut nous le marteler que lui il a la version définitive. À quelque part, si il y aurait eu une idée un peu transparente, ça aurait été le fun qu'il voit le film original puis nous dire exactement pourquoi que sa version est plus supérieure. Là, c'est oui dire que en bout de ligne, il sait qu'on a remplacé Marlon Brando par sa mère, mais c'est pas juste sa mère qu'on a remplacé. Il y a plusieurs petits détails là-dedans qui fait que c'est pas exactement le même cas dans les deux. Puis quand on écoute Richard Donner parler dans son commentaire, ben c'est comme si la mère reprenait exactement le même texte de Brando puis qu'elle disait, puis c'est le fait qu'il a pas vu le film de Lester, ben ça rend son point non valide. Quand même, le Superman 2 se tient très bien par lui-même. Puis ça reste vraiment un bon film qui accompagne le film original de Donner de 1978. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans la rétrospective, le prochain film qu'on va faire, ça ne sera pas Superman 3. Ça va être le Swamp Thing, film qui est sorti quelques années plus tard et réalisé par Wes Craven, que lui nous a apporté Les Griffes de la Nuit, un film que je vais couvrir un peu plus tard cette année, puis même dans quelques semaines. Qui va être un autre super-héros dans l'univers de DC, un film qui est sorti pas trop longtemps après Superman 2, mais qui est sorti avant Superman 3, qui va être par la suite le prochain film que je vais faire une fois que je vais avoir fait le Swamp Thing. Pour rester à jour, savoir quand les podcasts vont sortir, c'est sûr que vous pouvez toujours prendre un logiciel comme Podbean ou Apple Podcast ou n'importe quel logiciel qui fournisse des podcasts. Mais je vous invite à suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter. En même temps, ben je publie tous les podcasts, je mets tout le temps les nouveaux podcasts, je les annonce aussitôt qu'ils sont disponibles. Fait que en suivant sur Facebook ou Twitter, ben vous pouvez tout de suite être au courant. En même temps, ben comme j'ai dit au début de l'épisode, vous rendez sur premiervisionnement.com, puis vous pouvez récupérer les épisodes à partir de là. En même temps, quand vous êtes sur Facebook ou Twitter, ben n'hésitez pas à commenter les podcasts. Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, d'ici le prochain épisode, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est moi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film.
et où trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.